Du coup, on va continuer. On va maintenant parler des bonnes pratiques de gestion du parasitisme et plus précisément de la vermifugation. Du coup, on a une petite question pour commencer. Donc, la première question est pourquoi utilisons-nous des vermifuges? Si vous voulez répondre sur le logiciel. Du coup, le temps que vous répondez, je vais juste vous présenter un peu où je travaille très brièvement. Du coup, moi, je travaille à l'ANSES. Donc, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, santé, environnement, travail. Il y a différentes activités, différents pôles à travers la France. Et moi, je travaille au laboratoire de santé animale qui est spécialisé sur les chevaux à Dozulé. Donc, c'est en Normandie. Donc, on est un petit laboratoire d'une vingtaine de personnes. On a plusieurs activités. On a un centre d'autopsie et on a différentes thématiques, la bactériologie, la virologie, la parasitologie et l'épidémiologie. Donc moi, je travaille en épidémiologie, mais avec une thématique un peu en parasito aussi. Donc j'ai vu que vous avez fini de répondre. Il y a un peu... En fait, il y avait deux bonnes réponses. Donc la première réponse, c'est bien sûr pour éliminer les parasites intestinaux. Après, ça va dépendre du vermifuge et de la cible. Donc, il y a des vermifuges qui vont cibler seulement les adultes, d'autres qui vont cibler les adultes et les larves, d'autres seulement les larves. Et bien sûr, si des parasites qui vont cibler les adultes, ça va permettre d'éviter qu'il y a des excrétions des œufs et donc de la contamination des parcelles. Donc ensuite, on avait une autre question pour introduire ce sujet. C'était dans votre écurie ou si vous avez un équidé, combien de fois par an est-ce que vous traitez vos chevaux? Donc il y a différentes possibilités. Donc je vois que ça diffère. Après peut-être que ça diffère aussi parce que là dans votre question, on a mis chevaux adultes. Donc la majorité d'entre vous c'est entre 2 à 3 fois par an. Et ensuite c'est adapté en fonction des équidés de votre groupe. Ok. Donc c'est intéressant. Je suis intéressée par ceux qui traitent plus de 4 fois par an, mais. Donc, comme Marie l'a introduit tout à l'heure, a expliqué que depuis les années 60, et lorsqu'il y avait de fortes mortalités dues au grand strongle, des molécules, surtout le benzimidazole qui a été sorti sur le marché dans les années 60, dans 1962, je crois, qui a permis vraiment de diminuer la population de grands strongles. Et les recommandations qui avaient été faites, c'était de traiter 3 à 4 fois par an. Donc, comme Marie l'a dit, c'était très efficace. Mais du coup, ça a commencé à permettre la mise en place de résistance et l'apparition de populations de parasites résistants. Après les années 60, il y a eu en 70-80 la mise sur le marché de d'autres molécules. Par exemple, il y avait le Pyrantel, l'ivermectine et la moxidectine. Donc l'ivermectine, c'est l'Ivomec, l'Irakel, c'est ça? Il a plein, ouais. Et la moxidectine également. Et le praziquantel qui est plus seulement efficace contre les ténias. Donc ça, c'était l'efficacité quand ces molécules avaient été mises sur le marché. Donc on verra après que ça a évolué depuis. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que depuis l'utilisation un peu systématique des molécules, en fait, elle a différents impacts. Donc tout d'abord, elle a un impact sur l'environnement. Par exemple, l'ivermectine, les résidus, tout ce que l'animal n'arrive pas à traiter, donc il va y avoir des particules, des molécules d'ivermectine qui vont être excrétées dans les crottins ou dans les urines, et ça va avoir un impact tout d'abord sur les bousiers. Les bousiers, donc c'est des petits coléoptères coprophages qui se nourrissent de matière fécale, et par exemple également aussi il va y avoir des vers de terre, et en fait ces coléoptères, déjà les larves de coléoptères sont très sensibles à l'ivermectine surtout, donc il y aura beaucoup de mortalité, et ces coléoptères sont mangés par des chauves-souris ou des oiseaux, et du coup on va retrouver également de la mortalité maintenant chez chauves-souris et des populations d'oiseaux qui diminuent et qu'on attribue peut-être finalement à l'ivermectine. Et aussi on sait que l'ivermectine, quand on traite, ça va aller dans les petits ruisseaux et puis ça va finir dans les poissons. Donc ça touche en fait finalement toute la chaîne alimentaire et toute finalement la faune qui est liée du coup à l'environnement. Également, une utilisation systématique du coup des antiparasitaires peut avoir un impact sur le développement de l'immunité des animaux. Surtout, chez les bovins, on sait par exemple qu'après une certaine période de contact avec les parasites digestifs, il y a une immunité qui se met en place. Chez les chevaux, ça va dépendre du parasite. On sait par exemple pour les parascaris ou pour les strongyloides, il faut
va dire que finalement un animal de 1 an, il est à peu près immunisé contre ces parasites-là. Mais pour les petits strongs, on sait qu'il y a une immunité qui se met en place et qu'elle est vraiment liée au contact. Mais on n'a pas encore vraiment, il n'y a pas d'études qui ont été mises sur la période nécessaire à ce contact. Mais ce qu'on sait, c'est que plus on traite les animaux, plus du coup on diminue ce contact. Et du coup, l'installation d'une immunité, donc c'est vraiment la balance entre il faut un contact, mais qu'il ne soit pas trop fort pour qu'il y ait des impacts négatifs sur l'équidé et du coup les traitements. Donc c'est vraiment cette balance qui est très importante et que pour l'instant on est un peu plus dans on traite un peu trop et il n'y a pas assez de temps pour qu'une immunité se mette en place. Après chez les chevaux on sait que l'immunité elle n'est pas complète, même on sait que c'est pour ça que les animaux peuvent continuer à s'infester par rapport à d'autres espèces comme les bovins. En fait, dans un animal, il y a une population de parasites où il va y avoir des vers qui vont être sensibles aux vermifuges et d'autres qui vont être résistants naturellement. Il y a une mutation qui va être une mutation aléatoire qui va apparaître et qui va conférer à ce parasite une résistance naturelle. Et quand on va traiter, c'est seulement ces vers résistants qui vont survivre. Et c'est ces vers résistants qui vont du coup se reproduire et pondre dans l'environnement. Et en fait, si dans notre environnement, par exemple, on a beaucoup de vers, donc beaucoup de vers sensibles, donc en fait, on appelle ça un effet de dilution. En fait, finalement, on va avoir toujours beaucoup de vers sensibles et quelques vers résistants qui ont été excrétés par nos chevaux qu'on a traités. Donc en fait, après les animaux, quand ils vont se réinfester, ils vont manger des vers résistants, mais il y aura quand même plus de vers sensibles. Mais si on traite à un moment, par exemple en début de saison de pâturage, où on sait que sur les parcelles, il n'y a presque plus de larves, parce que finalement, elles sont mortes pendant l'hiver. Donc en fait, on va avoir très peu de vers. Et du coup, on va finalement presque avoir plus de vers résistants qui vont être sur les parcelles que de vers sensibles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça que c'est un effet de dilution qui est très faible des vers résistants. Et du coup, nos animaux, ils vont finalement se réinfester avec finalement des vers résistants. Et c'est ça en fait que la période de traitement est très importante. On ne prend pas souvent ça assez en compte sur du coup le fait que derrière les animaux risquent de se réinfester avec des vers plus ou moins résistants. Et c'est ce qu'on appelle ça, cette population refuge, en fait, c'est la population refuge de vers sensibles aux vermifuges. Du coup, c'était une double question par rapport au fait là sur le début de saison, plutôt printemps. Est-ce que ça comprend vraiment que le cas où les chevaux seraient vraiment rentrés l'hiver et du coup n'avaient pas accès aux pâtures? Et je voulais savoir si c'était aussi toujours vrai dans le sens où on a des hivers de plus en plus doux. Et est-ce que du coup il n'y a pas aussi une survie des vers par le fait que on n'a pas des vrais gelées, etc. Ouais. Donc pour la question de... Ouais, c'est vrai que vu qu'on a de moins en moins d'hivers assez rudes où on a des gelées, là par exemple on a commencé à faire des suivis et on observe vraiment déjà des niveaux d'infestation qui sont assez élevés chez les animaux, mais par contre sur les parcelles pour l'instant, vu qu'on fait des comptages larvaires sur les parcelles, on ne trouve pas de larves, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'il y en a peu, qu'on n'arrive pas à en détecter, quand on fait cette méthode de comptage larvaire en coupant de l'herbe et en lavant l'herbe et en comptant le nombre de larves. Donc... mais ça veut dire que c'est une période où on sait qu'il y en a quand même peu de larves sur les parcelles, donc c'est quand même pas le moment idéal pour traiter pour la résistance. Mais comme vous le dites, c'est sûr que si les animaux sont déjà dehors toute la saison, finalement ils continuent à réinfester les parcelles, donc là le risque il est moindre que si on sort des animaux et qu'on les traite. Ouais. Mais c'est la même chose pour les traitements en novembre, en fin de saison. Si par exemple on traite avec un vermifuge qui va tuer tout le monde, mais finalement il y a quand même des résistants, et quand les animaux on va les sortir, ils vont excréter directement des vers résistants sur les parcelles. Donc ça peut être aussi, c'est pour ça que ces deux périodes, c'est pas les périodes idéales pour traiter, mais en même temps c'est efficace parce que du coup, il faut vraiment que le vermifuge soit efficace à 100%, et pour l'instant on n'en a pas à 100%. Même la moxidactine, finalement, on se rend compte que l'efficacité est de 50-70%, je crois que c'était quelque chose comme ça, sur les larves. Mais finalement, les larves, elles vont devenir adultes après. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces populations refuges, en fait, c'est très important et on n'en parle peut-être pas assez. On parle plus finalement de l'immunité ou de l'effet dans l'environnement, mais c'est un autre facteur à prendre en compte qui est très important. Donc après, on a posé une petite question, c'était dans vos écuries, ou si vous avez des équidés, quel vermifuge utilisez-vous pour traiter les chevaux adultes? Du coup, vous utilisez plus de l'ivermectine ou de la moxidatine, certainement pour leur spectre, pour leur durée d'efficacité dans le temps. Un peu de fermentazole.
Donc, juste l'ivermectine sous forme injectable, donc, ce que je disais, c'est que c'est des produits qui n'existent pas chez les équidés. Et chez les équidés, on n'a que de la pâte, donc c'est pas très pratique, mais ça fonctionne. Utiliser un vermifuge injectable qui est destiné aux bovins pour les chevaux, normalement on n'a pas le droit. Donc si vous avez un contrôle de pharmacie pour la BDB, je ne sais pas si vous faites grand chose, hein, mais bon, vous n'êtes pas très content. Et puis surtout, il y a quand même des études qui montraient que l'ivermectine par voie injectable chez cheval, ça ne fonctionnait pas bien parce qu'on n'a pas la molécule en quantité importante dans l'organisme. Donc plutôt utiliser la pâte, même si c'est pas très facile. C'est exactement la même chose pour le flumbendazole liquide. Il est sous forme liquide, alors sauf si vous parlez du panacuricumia qui est un peu liquide. Sinon, ça peut être un produit pour les bovins, pour les ovins, qui coûte effectivement moins cher. C'est le problème des produits réservés aux équidés, souvent un peu plus cher que ceux pour les autres animaux de vente. Mais pareil, normalement, on n'a pas trop le droit de les utiliser, si bien un produit en tout cas pour les équidés. Du coup, pour continuer, on a fait un petit tableau pour vous montrer un peu l'évolution de l'efficacité des antiparasitaires qui sont disponibles. Du coup, ça, c'était le tableau d'efficacité de l'ivermectine, la moxidectine, du pyrantel et du flumbendazole lorsque ces molécules ont été mises sur le marché pour lutter contre les strongs. Donc, on voyait par exemple que toutes ces molécules étaient efficaces contre les strongs adultes. Et contre les larves, il y avait la moxie et le flumbendazole qui étaient efficaces. Donc le flumbendazole, il fallait juste élever un peu plus la dose. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a de moins en moins de molécules efficaces. Il ne reste plus que l'ivermectine et la moxie contre les stades adultes et la moxie contre les larves. Et que même ça, on pense que, enfin voilà, on sait que c'est juste qu'il n'y a pas vraiment d'études qui ont été réalisées pour chercher la résistance, mais on sait qu'elle est présente. On a déjà en autopsie, on voit déjà des fois des baisses d'efficacité ou avec les données qu'on obtient. Donc du coup, on sait très bien qu'il faut faire attention et que ça serait intéressant d'évaluer la prévalence en France de ces résistances pour pouvoir un petit peu avoir des chiffres, pour voir un peu vraiment, je pense, pour pousser les gens à changer les pratiques. Là, c'est une carte un peu pour vous montrer l'efficacité, enfin les résistances qui ont été publiées des vermifuges contre les parascaris. Donc la première résistance, elle était apparue en 2002, c'était aux Pays-Bas. Et ensuite, dans plein de pays européens, ça a été détecté. En France, il y a une seule étude qui a été réalisée, c'était en 2012. Et donc cette étude, elle avait trouvé de la résistance, c'était à l'ivermectine. Au pyrantel et au flumbendazole, finalement, il y a peu d'études également. C'est juste, c'était en Suède et je crois qu'en Angleterre, mais c'était pas vraiment clair si c'était vraiment une résistance. Je crois que c'était. Et il y a des multirésistances qui ont été également rapportées. Donc en fait, dans des structures, on trouvait également des résistances à plusieurs molécules en même temps. Donc pour la France, on aimerait, avec l'ANSES et l'IFCE, on aimerait bien mettre une étude en place là, pour essayer un petit peu de faire le point sur l'efficacité des différentes molécules contre les parascaris. Puisque on sait très bien qu'en traitant quand même beaucoup les poulains, on risque, c'est que la résistance est liée, mais ce serait bien de faire un état des lieux. Du coup, on a une autre partie qui est ensuite sur les principes de vermifugation raisonnée avec de vermifugation sélective, donc c'est peut-être ce que vous réalisez, qui part sur le principe que dans un troupeau d'équidés, en fait, il y a très peu d'équidés qui vont être fortement infestés et que finalement, il y a à peu près que 15 à 30% des équidés depuis 3 ans qui vont excréter 80% des œufs de strongles. Et finalement, c'est ceux-là qui nous intéressent parce que c'est eux qui vont contaminer toutes les parcelles. Donc c'est eux finalement qu'on a besoin d'identifier et de traiter si on veut diminuer finalement l'infestation de tout le groupe. Après, c'est pareil, c'est pas parce que c'est eux qui excrètent beaucoup que c'est eux qui en souffrent le plus. C'est toujours la question, je ne sais pas si vous avez déjà parlé du mot la résilience. La résilience, en fait, c'est ça, c'est un animal peut être fortement... Un animal peut être fortement infesté, mais il n'en souffre pas forcément. Et c'est peut-être un animal qui est moins infesté, mais qui en souffre plus.
Donc, mais au moins avec cet indicateur, on diminue en essayant d'identifier les animaux qui excrètent le plus. On essaie du coup de sécuriser l'ensemble du troupeau. Du coup, vous avez certainement déjà de faire des coproscopies donc pour compter le nombre d'œufs par gramme de crottin. Je ne sais pas si vous amusez à en faire chez vous, si vous avez un microscope. C'est assez facile à faire. Il faut juste finalement de l'eau avec du sel, du gros sel. Du coup, ça ne reflète pas toute l'année la charge parasitaire comme Marie l'a dit. Par exemple, l'hiver, parce que l'hiver, on n'a plus d'adultes, les larves se sont enquistées. Et même en début de saison, il faut attendre les pics qui peuvent atteindre. En fonction des lots, on se rend compte que les pics d'excrétion varient vraiment en fonction des lots entre avril, des fois on peut avoir même des pics jusqu'à septembre. L'année dernière, on avait même des pics d'excrétion très très tardifs parce que la météo était un peu différente. Et là, on avait finalement, je crois que l'année dernière, le pic de chaleur, en tout cas en Normandie, c'était finalement en septembre. Donc c'est là où finalement on avait eu le plus d'excrétion. Et donc, ah oui, je t'avais rajouté un truc. Quand on réalisait des coproscopies, donc entre avril et septembre, donc c'est quand on a des pics d'excrétion. Et il faut faire bien attention qu'on ne fasse pas des prélèvements de crottin au moment où on a traité après un traitement antiparasitaire et surtout après le temps que le vermifuge est encore efficace et que le temps que l'animal se réinfeste avec le parasite, que le parasite fasse son cycle pour retrouver des œufs dans les crottins. Donc finalement, en fonction de l'antiparasitaire, il faut attendre entre 2 et 4 mois avant de refaire des copros pour que finalement on ait une indication du niveau d'infestation des animaux. Et sur quelle équidée, donc à partir de 3 ans, comme Marie l'a dit précédemment. Donc vous, on avait posé une question, c'est est-ce que vous réalisez des coproscopies dans votre écurie? Du coup, c'est assez varié. Finalement, on a presque une majorité, c'est non. Il y a peut-être des réponses justement sur le coût. Sur le coût, effectivement, je dirais qu'à court terme, c'est pas super rentable de faire des coproscopies. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, et je pense que tu vas le dire, ouais, c'est après. C'est que c'est assez stable pour un même équidé. Certains équidés qui excrètent très peu, c'est assez stable une saison de pâturage à l'autre. Ça veut dire qu'après, on peut diminuer la fréquence des coproscopies. Et donc, à moyen terme, c'est rentable économiquement. Et à long terme, c'est très rentable puisqu'on évite aussi qu'il y ait des résistances et donc des chevaux qui meurent à nouveau à cause des parasites. Et donc, par contre, le temps, ça c'est sûr que, mais encore une fois, c'est la même chose. Au début, il faut en faire beaucoup pour qu'on connaisse ces équidés. Une fois qu'on les connaît, on peut diminuer la fréquence. Mais c'est sûr que ça prend du temps, d'autant plus pour des équidés qui sont hébergés que à l'herbe, en groupe, c'est pas facile. Quand on peut les rentrer et les individualiser, ça va mieux. Mais sinon, ça c'est sûr que c'est un petit peu le point faible des coproscopies. Et pour ceux qui ne voient pas l'intérêt, j'espère qu'ils le verront à la suite. Et sinon, il faut qu'ils viennent nous voir pour nous dire exactement pour quelles raisons. Ouais. Après, c'est sûr que c'est pas un indicateur parfait, mais en tout cas, c'est celui qu'on a et il est quand même intéressant. Du coup, tout à l'heure, on avait une question sur à partir de quel seuil vermifuger. Du coup, classiquement, on dit que c'est au-dessus, entre 200 et 500. Mais après, comme on dit, ça va dépendre de plein d'autres facteurs, du type d'équidé, de la conduite, si on a la conduite stable ou pas. Moi, je trouve que c'est personnellement, c'est des seuils peut-être un peu bas, mais après, il faut bien fixer des seuils. Donc, après, c'est pareil, est-ce que c'est des seuils individuels? Après, ça peut être aussi, on peut aussi voir au niveau un peu collectif en faisant des moyennes de lot ou un pourcentage d'animaux au-dessus d'un certain seuil. Et du coup, après, comme Marie, on a abordé tout à l'heure, c'est de savoir si du coup, on peut essayer de réduire après le nombre de coproscopies à faire annuellement. En fait, on s'est rendu compte à la jumenterie, en suivant les équidés, qu'en fait, on a quand même des profils qui sont assez stables, que des animaux qui sont tout le temps à zéro, on les retrouve tout le temps à zéro au bout même de 5-6 ans. Et ceux qui sont forts, on les retrouve forts, et on a après des statuts un peu intermédiaires entre 200 et 500. Donc on a essayé après de faire un petit peu un point sur finalement de ceux qui sont tout le temps inférieurs à 200. Si on fait une coproscopie une année, l'année d'après, de se dire est-ce qu'on en a vraiment besoin, on peut revalider une deuxième fois.
mais au moins peut-être de diminuer chez ces équidés-là, s'ils sont adultes, peut-être à 1 fois par an, ou peut-être même à 0 en fonction. Et pour ceux qui sont un peu plus âgés, qu'on peut se dire qu'ils ont peut-être une baisse d'immunité, donc même s'ils sont une fois à 200, inférieur à 200, une autre fois inférieur à 200, peut-être vérifier pour être sûr qu'ils ne deviennent pas ensuite fort excréteurs une année après. Et pour ceux qui sont toujours forts, on se disait que ça pourrait être intéressant finalement, vu qu'ils sont forts tout le temps, peut-être de les traiter, au moins d'être sûr de les traiter au moins à la fin, au moins pendant le pic d'excrétion de l'été, pour du coup diminuer l'infestation de toutes les parcelles et du coup le niveau d'infestation des animaux. À chaque fois que vous réalisez des coproscopies, on se demandait, parce qu'on trouve que c'est important, d'évaluer à chaque fois l'efficacité en fait, du vermifuge que vous utilisez dans votre structure. Donc pour cela, il y a le test de réduction d'excrétion fécale des œufs, donc c'est le test standard. Je ne sais pas, vous avez certainement peut-être déjà réalisé, donc c'est de faire une coproscopie quelques jours avant le traitement, donc ça peut même aller jusqu'à 1 semaine avant le traitement. Ensuite, on fait le traitement. Et 14 jours après, on refait une coproscopie, surtout sur les... Normalement, il faut quand même un seuil d'excrétion un peu élevé, donc on fait une coproscopie sur ceux qui en sont supérieurs à 200, 250 OPG. Et on fait cette moyenne et on compare à la moyenne des coproscopies d'avant. Et du coup, ça permet d'avoir un pourcentage d'efficacité du vermifuge. Et ensuite, on peut comme ça comparer en fait, ce pourcentage à différents seuils un peu standards, différentes molécules. Et si on est inférieur à ces seuils, on dit qu'on a une suspicion de résistance. Mais on sait que ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a peut y avoir d'autres facteurs que la résistance. Par exemple, déjà d'être sûr qu'on a bien administré le vermifuge, que toute la dose a bien été administrée, qu'on a bien évalué le poids avant de vermifuger, que la bouche était vide avant qu'il a bien tout avalé. Donc il y a plein de facteurs qu'il faut vraiment mettre de côté avant de dire qu'on a une suspicion de résistance. Là, on avait le cas il n'y a pas longtemps dans une structure où on pense que, vu les résultats qu'on avait, donc je pense que c'était une mauvaise estimation du poids ou une mauvaise administration. Du coup, pour cette partie, juste sur les vermifications sélectives, donc en fait, il y a plein de questions finalement qu'il faut se poser avant de vermifuger, donc c'est pas facile. Donc c'est d'abord, est-ce que la vermification de l'équidé se justifie ? Est-ce qu'on a des signes cliniques ou pas ? Mais les signes cliniques, c'est pas tout le temps lié au chargement et à la coproscopie. Quel parasite on souhaite éliminer, c'est quel parasite aussi on pense qui est à l'origine de ce qu'on observe, quel stade on souhaite viser, quel antiparasitaire choisir, est-ce que finalement l'antiparasitaire qu'on va choisir il va être vraiment efficace, et est-ce qu'il y a d'autres manières en parallèle de la vermification pour diminuer le niveau d'infestation des parcelles. Donc ça après c'est ce que Marie parlera, de voir un petit peu finalement quel outil, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en parallèle comme conduite de pâturage ou comme action pour diminuer le niveau d'infestation des parcelles, parce que c'est ça ce qu'on veut au final. Si on diminue le niveau d'infestation des parcelles, on diminue notre risque pour nos animaux. Et du coup, juste avant, parce qu'on a dit qu'on pouvait finalement identifier des animaux à risque, mais on pourrait prendre un peu plus de hauteur et essayer d'identifier finalement déjà des lots à risque, parce qu'on sait que chaque lot ne vont pas être, et surtout chaque parcelle, on a des niveaux d'infestation qui varient, parce que ça va dépendre des conditions météorologiques. On sait par exemple que la température, ça va beaucoup influer sur le temps de développement des œufs en larves infestantes. Et ça, c'est déjà l'étape clé. Et une fois après, on va également l'hydrométrie, la pluviométrie qui va permettre à la larve de se déplacer sur l'herbe. On sait par exemple qu'après une forte pluie, ça peut dissoudre les crottins, donc les larves vont se retrouver sur l'herbe. Et si après il y a une forte sécheresse, la larve elle va être exposée aux UV et finalement elle va mourir. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent influer en fait sur le niveau d'infestation d'une parcelle. Et il y a également les conduites de pâturage avec les rotations, peut-être le pâturage mixte que Laurie parlera après. En fait, il y a plein de facteurs qui vont faire que le niveau d'exposition des groupes aux larves infestantes va varier. Et donc, il y a une façon un peu laborieuse et un peu difficile de faire, c'est de compter le nombre de larves qu'on a dans notre parcelle. Donc nous, c'est ce qu'on s'amuse à faire, mais c'est quand même une méthode qui est assez longue, chronophage et qui est un peu coûteuse. Donc c'est une méthode où on fait des W dans la parcelle. Et on fait à peu près 100 points de prélèvement et à chaque point qu'on se baisse, on fait des prélèvements on coupe de l'herbe près des crottins et loin des crottins. Et après, on envoie tout ça au laboratoire qui nettoie l'herbe et qui compte le nombre de larves. Ça donne une estimation du nombre de larves qu'on a dans notre parcelle. En fait, toute la saison, on a suivi différents lots, une vingtaine de lots, et on faisait des prélèvements d'herbe à différents moments dans la saison et on regardait, en fait, on comptait le nombre de larves.
Et du coup, on se rendait compte qu'en mars-avril, on avait à peu près tout le temps 0. Et qu'on observait des pics de L3 entre juin et octobre, et on avait des différentes valeurs entre 635 à 87 500 larves par kilogramme de matière sèche. Donc c'est vraiment une échelle qui, c'est très très large, et qu'actuellement on n'a pas de seuil en se disant à partir de là il pourrait avoir un risque pour les animaux. Ça, on n'a pas de seuil encore, mais en tout cas après c'est pas une méthode qui pour l'instant ça pourrait pas être fait en diagnostic, c'est trop compliqué, mais en tout cas sur le principe ça nous donne en fait des idées pour après derrière développer des outils un peu mathématiques qui essaieraient de simuler et de prédire en fait le niveau d'infestation des parcelles. Et c'est ça qu'on est en train de faire, de développer un outil que je vais vous présenter après, qui a pour but de modéliser et d'essayer d'estimer le niveau d'infestation des parcelles. Donc en fait c'est l'outil qu'on est en train de développer, c'est Parasite CIMEC, qui a pour but en se basant sur des données de météo, donc la température, la journalière, la sécheresse, des conduites de pâturage et les dates de vermifugation. En fait, c'est un outil mathématique qui va modéliser le niveau d'infestation de chaque parcelle et qui va dire à partir de quel moment il peut avoir un risque pour les animaux. Et nous, nous sommes en train de faire ça. Donc, l'outil nous dit combien il y a de larves en gros dans nos parcelles. Et nous, on regarde après sur le terrain si on trouve la même chose. Et donc on a fait ça déjà dans une vingtaine de lots l'année dernière, donc ça commence à être cohérent. Et là on continue cette année pour caler cet outil. Comme ça pourrait si on est tout le temps bas, on pourrait se dire il n'y a même pas besoin de vermifugés parce qu'il n'y a pas de larves. Et après ça pourrait mettre des seuils, ou au moins ça pourrait identifier des périodes pour lesquelles on pourrait faire des coproscopies, pour vraiment mieux cibler les dates de coproscopie pour après faire des traitements plus ciblés en fait. Donc les grandes règles, même si elles sont... on peut pas non plus faire... On peut faire des coproscopies, mais c'est plus compliqué, ils sont plus sensibles chez les poulains. C'est en gros pas de vermifuge, surtout avant l'âge de 2 mois. Ça sert pas à grand-chose au vu du cycle du Parascaris, et puis c'est pas bon pour les résistances. Et en gros, 4 vermifuges dans les 15 mois. Là où ça peut vraiment être intéressant, la coproscopie, c'est vers l'âge de 6 mois. Parce qu'avant 6 mois, on a des Parascaris. Après 6 mois, on peut encore avoir un peu de Parascaris, et surtout, on a les petits strongs qui arrivent. Le problème, c'est qu'on a des résistances croisées. Ce qui marche bien chez les petits strongs, l'ivermectine, la moxidectine, ça marche pas très bien chez les Parascaris, du fait des résistances. Donc à 6 mois, on peut se dire, est-ce que j'ai que des œufs de Parascaris, que des œufs de petits strongs, les deux, et du coup choisir le bon vermifuge à cet âge-là pour protéger le poulain. Donc c'est là que la coproscopie est intéressante, donc dans un sens un petit peu différent. Donc la question que je répète pour tout le monde, c'était et finalement les poulinières, en gros comment on les vermifuge et est-ce que c'est intéressant. Donc est-ce que les vers de la poulinière se transmettent au poulain? Donc oui, puisque de toute façon les parasites, c'est un cycle qui passe par l'environnement. Donc tout cheval, et pas forcément sa mère d'ailleurs, qui est dans le même environnement, potentiellement il a un impact sur le poulain d'à côté. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que pour les Parascaris, il y avait une immunité qui se mettait en place rapidement. Donc les mères, elles n'excrètent pas, ou très peu, très occasionnellement, d'œufs d'ascaris. Donc finalement, les mères, elles ne vont pas contaminer les prairies avec des ascaris et elles ne sont pas dangereuses pour leurs poulains. Pour les ascaris. Ce qui est dangereux, c'est les poulains des années d'avant. Et si on utilise les mêmes parcelles chaque année pour les poulains, en gros, les œufs ils s'accumulent et les parcelles sont de plus en plus dangereuses. Par contre, les mères, elles peuvent être parasitées par des petits strongs. Et les poulains vont s'infester avec les œufs qui sont émis par les mères. Donc, finalement, pour les mères, c'est comme pour d'autres chevaux adultes. Est-ce que c'est une maman qui excrète beaucoup d'œufs et donc du coup elle va embêter son poulain, mais comme toutes ses copines si elles sont en groupe, et donc il faudra la vermifuger plus souvent. Ou alors en fait la mère elle est faible excrétrice et donc du coup si elle excrète pas d'œufs dans ses crottins, en fait elle présente pas un danger pour son poulain. Donc on peut avoir exactement le même raisonnement que pour un cheval adulte lambda. Et donc, les questions qui reviennent souvent, est-ce que je la vermifuge 1 mois avant, 15 jours avant, 1 jour avant, 1 jour après, nanana? Non, il n'y a pas vraiment de questions. Et surtout, c'est une gestion à l'échelle du lot, souvent, sauf si la poulinière est toute seule avec son poulain, mais c'est quand même assez rare. Si elles sont en lot, il faut vermifuger toutes les poulinières en même temps et pas 1 jour avant le poulinage. Ça n'a pas vraiment de sens, en fait.
Donc la question, je répète, c'était est-ce que c'est dangereux pour le poulain de vermifuger la mère quand elle est gestante? Donc il y a beaucoup d'études, hein, notamment dans les notices des vaccins, c'est marqué souvent. Il y a des études qui ont montré que c'était inoffensif. Hein, je ne sais plus le terme. Là, je dis inoffensif pour le poulain et qu'on peut vermifuger les juments gestantes. Donc sinon, c'est à vérifier. À chaque fois, c'est marqué, hein, sur la notice si ça a été testé. Mais la plupart des vermifugés équins ont été testés chez les juments gestantes. Donc il n'y a pas vraiment de souci. Après, sauf si la jument, elle est super parasitée, qu'on avait oublié depuis 3 ans de la vermifuger, et que là, il peut y avoir un risque, bien évidemment, mais c'est tout, quoi. Pas plus que chez une autre. Donc, je vous parle très rapidement, avant de passer la parole à Laurie, de comment on fait pour que notre parcelle, elle soit saine, même si on va voir que c'est pas si facile. Donc, le but, ça serait finalement, on a vu qu'il y avait dans le cycle du parasite 2 phases. Une phase dans l'organisme des équidés, ça en gros, on vermifuge, et une phase dans la pâture. Et donc, le but là, c'est qu'on regarde est-ce qu'on peut couper ce cycle dans la pâture. Alors, la première chose, ça serait de ramasser les crotins. Pour les ingénieurs agronomes, en tout cas, il y a un peu des avis divergents entre les vétérinaires et les ingénieurs agronomes. Mais en fait, les crotins, quand même, c'est de la matière organique naturelle. Donc, c'est pas l'idéal dans des prairies de ramasser les crotins à tout va. Puis surtout, alors là, si les coproscopies prennent du temps, ramasser les crotins, ça prend beaucoup de temps et ça fait mal au dos, parce que l'aspirateur à crotins, c'est pas non plus super pratique à utiliser. Donc dans les prairies, en tout cas, côté IFCE, on est plutôt pas trop le faire, sauf si vraiment on a des gros problèmes de résistance, on a des petits poulains qui sont morts l'année dernière et qu'on a très peur. Dans ce cas-là, on peut le faire. Sinon, c'est quand même un apport organique naturel pour la prairie et pour nos petits bousiers. Par contre, pour les paddocks, où on a beaucoup d'échanges de chevaux, où finalement, ça sert surtout à ce que les chevaux se détendent plutôt qu'ils ne mangent, puisque souvent, rapidement, il n'y a plus grand-chose à manger, là, ça peut être intéressant de ramasser les crotins. Le problème, c'est qu'il faudrait le faire, pour que ça soit efficace sur le petit stronc, 2 fois par semaine. Donc voilà, il faut être un peu armé. Bien évidemment, avant qu'il y ait une grosse pluie et que les crotins soient tout délités, et que les larves soient toutes éparpillées. Et donc plutôt, sauf si on est très courageux, plutôt pour les jeunes chevaux et les poulains qui sont plus sensibles. Marie, tu dis 2 fois par semaine ou minimum toutes les 2 semaines? Ah, je me suis trompée, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Oui, mais pardon. Ensuite, bien évidemment, on peut avoir, alors ça concerne surtout les parascaris, puisque les petits strongles, eux, en gros, ils n'aiment pas trop se retrouver dans les box et ils ne survivent pas. Donc un cheval qui est au box et qui ne voit jamais un brin d'herbe, il ne va pas être parasité par des petits strongles. Par contre, ce qu'on peut avoir dans les box ou dans les stabulations, s'ils sont en groupe, c'est des œufs de parascaris. Et donc, du coup, l'entretien des box et des stabulations est très important chez les poulains, donc nettoyer régulièrement, y compris les parois verticales, parce que leur paroi qu'on a vu tout à l'heure est assez adhésive, donc ils peuvent être fixés sur des parois verticales, quoi. Donc dans l'idéal, ils sont assez résistants, hein, on l'a vu, donc il faut plutôt utiliser de l'eau chaude et à haute pression, et on peut en avoir aussi, du coup, au niveau de la mamelle, qui soit contaminée quand la jument se couche, hein, et donc bien laver aussi la mamelle. Ensuite, sur l'entretien des pâtures, donc il n'y a pas de solution miracle, hein, pour assainir totalement une parcelle, hein, je ne voudrais pas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même essayer de se poser la question en début de saison, de choisir la pâture la plus saine, notamment pour les poulains. Et on a vu que les œufs de parascaris sont très résistants. Et donc, l'idéal, même si c'est pas facile, je sais, ce serait de ne pas mettre chaque année les poulains sur les mêmes parcelles. Après, je comprends bien que souvent, c'est celles qui sont proches des bâtiments où on peut avoir un œil sur les poulains, mais forcément, c'est des parcelles qui sont très
très à risque. Ou alors, ce qu'il est possible de faire, c'est en fait nettoyer ces parcelles en fin de saison. Plutôt, là, ça serait intéressant par un lot de faibles excréteurs qu'on aurait identifié et qui nous mange tous les œufs, mais qui n'en fait rien, qui lui est immunisé, donc ne ressort pas de... Il a en gros nettoyé la parcelle. Ça pourrait être intéressant. Voilà, après, bien évidemment, dans l'idéal, il faudrait composter le fumier avant de l'épandre si on épand du fumier, parce que notamment les œufs d'ascaris, encore eux, ils sont super résistants, et donc si on ne composte pas le fumier avant de l'épandre, on va en mettre un petit peu partout. Voilà, je passe rapidement. La solution miracle, ça serait quand on passe d'une parcelle potentiellement où les chevaux sont restés longtemps, à une parcelle qui n'avait pas été utilisée depuis longtemps, donc qui est plus ou moins saine, de vermifuger juste avant les équidés. Comme ça, ils vont arriver, eux, sans parasites, sur une parcelle sans parasites, et donc ils vont se parasiter très lentement. Ça serait bien pour limiter l'infestation, en tout cas la réinfestation. Par contre, ça, c'est une technique qui est controversée parce que ça favorise les résistances. En gros, sur notre parcelle 1, on a des chevaux qui ont des parasites sensibles et des parasites résistants dans leur organisme. Si on les vermifuge, forcément, dans leur organisme, il n'y aura que des parasites résistants. Et donc, du coup, sur cette parcelle qui était saine, donc il n'y avait pas beaucoup de parasites, eux, ils vont, en gros, pondre les parasites. Il n'y a que des parasites résistants. Donc, il va y avoir la ponte de plein d'œufs de parasites résistants. Donc, en gros, ces parasites résistants, ils vont devenir prépondérants par rapport aux parasites sensibles. C'est comme ça qu'on crée, en gros, des résistances. C'est l'histoire de la dilution dont vous a parlé Aurélie tout à l'heure. Donc, c'était bien, cette technique, mais aujourd'hui, il faut faire attention.